Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter mon projet de thèse qui s'inscrit dans le domaine de l'écologie évolutive urbaine et à la fin le parcours que j'ai fait donc depuis le lycée. Et donc mon projet qui porte sur l'oiseau que certaines auront reconnu, qui est la petite mésange charbonnière. Et le principe, c'est de voir comment elle s'adapte à un environnement urbain, comment une population naturelle peut s'adapter à ce nouvel environnement, à l'environnement urbain. Donc, ah ouais, j'ai pas changé tout ça là-haut, c'est pas grave. Mon projet de thèse, il s'inscrit donc dans l'écologie évolutive urbaine. Et donc, pour rappel, l'écologie, c'est pas, je fais pas ma thèse sur le tri des déchets. Ce serait assez triste. Enfin, non, pas triste, mais assez redondant. Euh, L'écologie en biologie, c'est le fait d'étudier les caractéristiques des organismes, tout en prenant en considération le fait que ces organismes ils sont en interaction, à la fois avec d'autres organismes, que ce soit de la même espèce ou non, mais aussi avec l'environnement. Ça, c'est la définition de l'écologie. L'écologie évolutive, c'est le fait d'étudier tout ça, mais cette fois-ci, on va ajouter en plus des aspects de temporalité, des aspects spatials, et on va aussi mettre en place ce qu'on appelle les grandes forces évolutives, donc tout ce qui est dérive génétique, sélection naturelle, etc. Et enfin, l'écologie évolutive urbaine, c'est le fait d'étudier tout ça, mais dans un environnement spécifique, qui est l'environnement urbain. Donc vous le savez sans doute, l'urbanisation, ça consiste en la fragmentation partielle ou totale d'un milieu naturel initial, avec l'apparition de surfaces imperméables comme des routes et des infrastructures. Et en plus de ces principaux changements, le milieu urbain, il est caractérisé par d'autres choses, notamment l'activité humaine, un îlot de chaleur, c'est-à-dire qu'il fait un peu plus chaud en ville que juste à côté, pollution sonore, la pollution lumineuse, la pollution chimique, et enfin le remplacement des espèces végétales natives par des espèces non natives, c'est-à-dire des espèces qui n'ont pas forcément lieu d'être ici. L'exemple à Montpellier, c'est le platane, qui n'est pas une espèce qu'on est censé retrouver naturellement dans un climat méditerranéen. Donc vous voyez que finalement, ce milieu urbain, il a plus grand-chose à voir avec le milieu naturel initial. Alors, passons à la suite avec une petite histoire. Imaginez-vous dans votre maison d'enfance au cœur de la campagne. Vous marchez sur les petits sentiers guidés par l'air frais loin du vacarme. Les arbres dansent sous le vent, les mésanges chantent au printemps. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de mésanges, vous vous souvenez avoir mis un nichoir sur cet arbre? On est début mai et vous pouvez voir des poussins s'envoler du nichoir. Alors, vous vous asseyez, vous allongez dans l'herbe, et puis vous vous laissez endormir tranquillement par les oiseaux du printemps et par l'air frais, l'air doux de la campagne. Et puis, quelques années plus tard, vous voilà en ville, pour vos études, pour un travail. Et vous êtes pris dans le tumulte, les rues sont pleines de bruit, la lumière éblouit, l'air pollué bouscule. Vous marchez quand même dans un petit parc, et oh tiens, vous voyez qu'il y a aussi des nichoirs dans ce parc. On est fin avril, et oh, il y a déjà des poussins qui s'envolent. Et en plus, bizarre, on dirait qu'ils sont moins nombreux, et plus petits, et plus pâles aussi. Alors vous levez à nouveau les yeux au ciel, et vous retrouvez les oiseaux du printemps, mais là aussi, ils semblent un peu plus agités et plus pâles. Alors, en lien avec cette petite histoire, les animations sont faites sur PowerPoint, je tiens à le préciser, parce qu'on me pose toujours la question. Beaucoup d'études se sont intéressées à savoir justement comment une population, comment une espèce s'adapte au milieu urbain. Et dans le cadre de la mésange charbonnière, il y a plusieurs études qui ont montré que en ville, les mésanges, elles sont un peu plus pâles, moins jaunes, elles sont plus petites, elles ont un comportement plus explorateur, elles pondent plus tôt dans la saison, elles pondent moins d'œufs, et il y a moins de poussins qui s'envolent du nichoir indépendamment du nombre de pondus. Donc, dans le cadre de ma thèse, moi, je m'intéresse particulièrement aux caractéristiques liées à la reproduction, c'est-à-dire les trois derniers que je viens de vous citer, donc la date de ponte, qui est chez les oiseaux la date à laquelle est pondu le premier œuf, le nombre de pondus et le nombre de poussins envolés. Alors pour cette présentation, je vais notamment vous parler de ces deux derniers paramètres, le nombre de pondus et le nombre de poussins envolés. Donc je viens vous dire que en forêt, on a plus d'œufs qui sont pondus et en plus, on a plus de poussins qui s'envolent des nichoirs. Et pour expliquer cette différence, il y a plusieurs hypothèses, mais la plus grosse hypothèse, c'est les ressources alimentaires présentes dans les deux habitats, en ville et en forêt. Notamment, une première hypothèse suppose que en forêt, on a plus d'insectes qu'en ville. Au printemps, les mésanges et surtout les poussins, ils mangent que des insectes.
Et donc, parce qu'on a moins d'espaces verts en ville, parce qu'on a plus d'espèces invasives végétales en ville, et bah, potentiellement, on a moins de ressources d'insectes, moins de ressources d'arthropodes en ville qu'en forêt. Et donc, ceci pour expliquer pourquoi on a moins de poussins qui s'envolent du nichoir, tout simplement parce qu'ils ont moins à manger, donc ils sont en moins bonne santé. Et donc, il y en a plus qui vont malheureusement mourir dans les nichoirs. Pour le nombre de pondus, de la même façon, et bah, les parents, ils vont avoir plus à manger en forêt, donc ils vont être en meilleure santé juste avant la période de reproduction, et donc ils vont pouvoir pondre plus d'œufs en forêt qu'en ville. La deuxième hypothèse, cette fois-ci, elle propose qu'il y a le même nombre de ressources en ville et en forêt, mais c'est la qualité qui est différente, à savoir que pour les poussins, la meilleure ressource, c'est les chenilles. Et en deuxième position, on a les araignées. Donc on peut supposer qu'on a le même nombre de ressources en ville et en forêt, mais on a plus de ressources de bonne qualité, c'est-à-dire plus de chenilles et d'araignées en forêt qu'en ville. Et donc là aussi, ça va expliquer pourquoi les poussins sont moins nombreux à quitter le nichoir, parce qu'ils sont en moins bonne santé, parce qu'il y a moins de ressources de bonne qualité. Donc une grosse partie de ma thèse, c'est d'étudier justement ces deux hypothèses-là. Et pour faire ça, depuis l'année dernière, on installe en fait des caméras à côté des nichoirs. Donc avec l'aide de stagiaires, l'année dernière il y avait Sophia et cette année il y a Yann qui sont là sur les photos. Et donc c'est ce que je suis actuellement là en train de faire aujourd'hui. Je mets des caméras, donc ça correspond à des petits boîtiers bleus que j'ai volé dans les poubelles d'ailleurs du laboratoire de Dylan. Merci beaucoup Dylan. Euh, ces boîtiers bleus, on les met avant la période de reproduction pour habituer les individus à ce qu'il y ait une boîte bleue. Et lorsque les poussins ont environ 10 jours, eh ben, on vient remplacer cette boîte bleue par une autre boîte bleue, mais qui cette fois-ci contient une GoPro à l'intérieur et qui va permettre de filmer ce que rapportent à manger les parents pendant 2 heures. Une fois qu'on a toutes ces vidéos-là, et ben ensuite il faut les regarder et les analyser. Donc on utilise un logiciel spécialisé pour ça et notamment qui nous permet de zoomer sur le parent qui va rentrer et ralentir la vidéo parce que à vitesse réelle ça donne quelque chose comme ça et bam, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Donc avec le logiciel, on a une meilleure visibilité et là par exemple on pourrait dire ah bah oui tiens elle est en train de ramener une chenille. Alors normalement ensuite j'ai quelques photos des premières vidéos de l'année dernière pour vous montrer un peu tout ce qui est ramené au poussin. Donc première photo, on a une belle chenille. Ensuite au milieu, en haut au milieu, on a une tipule. Ensuite tout à droite, on a un papillon. Alors parfois ils enlèvent les ailes parce que difficile à digérer et à mâcher pour un poussin, un papillon avec des ailes. En bas à gauche, on a un cloporte. Au milieu, on a une sauterelle. Et en bas à droite, on a une belle araignée. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de proies qui sont apportées. Il y a aussi d'autres proies que j'ai pas mis ici, qui étaient un peu plus rares. On a notamment eu le cas de phasmes qui sont apportés, de cocons d'araignées aussi qu'on retrouve pas mal de fois. Et pour terminer, une deuxième manipulation que je fais, c'est de voir en fait quand est-ce qu'elles sont présentes, ces ressources, et notamment quand est-ce que les chenilles sont présentes dans l'environnement, parce que les études précédentes disent que le pic de chenilles il est très court, il dure que 1 à 2 semaines. Et donc le principe c'est de voir quand est-ce qu'il y a ce pic ici à Montpellier. Et pour ça, alors pourquoi ce pic il est très important? Parce que justement les femelles elles vont essayer de coïncider leur date de ponte avec le pic de ressources dans la saison. Donc si on prend un exemple d'une femelle qui pond au meilleur moment, alors les poussins qui vont éclore quelques jours plus tard, ils vont avoir un maximum de ressources, donc ils vont être en bonne santé, donc il va y avoir plein de poussins qui vont s'envoler. Mais si on considère maintenant une femelle qui pond un peu plus tard que le meilleur moment, que le moment optimal, dans ce cas-là, les poussins qui vont éclore, là aussi, ils seront un peu plus décalés et donc ils vont avoir moins de ressources et donc ils seront en moins bonne santé, donc il y aura moins de poussins qui vont s'envoler des nichoirs. Donc cette temporalité des ressources, elle est aussi très importante, notamment en lien avec la date de ponte. Et donc pour essayer de retracer ce pattern-là, ce pic de ressources que vous voyez, et chaque semaine, je vais secouer les branches de différents arbres en ville et en forêt pour récolter tous les arthropodes présents dans ces arbres et ainsi ensuite pouvoir recréer le fameux pic de chenilles au cours des 2 saisons de terrain que j'ai, l'année dernière et cette année. Voilà, je finis rapidement. Donc, bon, ça, c'était une diapo pour vous montrer les différents aspects du métier de chercheur, jeune chercheur en laboratoire. Donc, c'était pour vous dire qu'il y a une grosse diversité. En tout cas, en écologie, on a, comme je vous l'ai présenté, une grosse partie de terrain. On a aussi une grosse partie où on analyse nos données.
Et puis, on a aussi une partie assez importante où le but, c'est de valoriser ces données. Donc, ça se fait sous la forme de rédaction d'articles, aussi sous la forme de présentation. On peut aussi donner des cours quand on fait une thèse. C'est un travail qui, bien sûr, n'est jamais individuel. Et il y a toute une grosse équipe qui nous aide à faire ça, que ce soit les chercheurs, mais aussi les techniciens, aussi les ingénieurs, les personnes de l'administration des labos qui nous aident beaucoup pour tout ce qui est mission, etc. Donc voilà, c'était pour vous indiquer que c'est vraiment un métier où on est toujours entouré de beaucoup de collaborateurs, collaboratrices. Alors ça dépend un peu des domaines de recherche, mais dans mon cas ici en écologie, on a la chance aussi d'être très libre, à la fois sur notre sujet, c'est-à-dire que on peut décider de remanier notre sujet de thèse au bout d'1 an, si on a trouvé des choses intéressantes sur un autre aspect de la thèse. Et aussi, on est libre sur notre emploi du temps. C'est nous en fait qui organisons notre propre emploi du temps. Donc voilà, là, on vous avait mis des exemples de messages où on se lève tard. Moi, par exemple, quand je suis... Bon, alors là, je suis en terrain, donc je me lève très tôt, mais il y a des fois où j'arrive au laboratoire à 11 heures parce que je suis tard dans mon emploi du temps de façon générale, mais je pars du labo à 20 heures. Enfin bon, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est assez libre dans l'organisation. Et puis, dans mon cas, aussi le loisir de pouvoir travailler avec des animaux et dans notre cas, des beaux petits oiseaux. Vous avez là 2 exemples de leurs beaux petits sourires. Une dernière diapo juste pour vous parler rapidement de mon parcours. Donc, j'ai réalisé mon bac en 2015, tard l'époque, comme on dit. Et je voulais de base faire vétérinaire. Donc, j'étais allé en IUT. Alors, j'avais voulu aller en IUT génie biologique, qui est maintenant devenu BUT. Mais mon erreur, c'est que j'avais mis qu'un seul choix d'IUT génie biologique et j'ai pas été pris. Et donc, j'ai été pris sur mon second vœu qui était IUT génie chimique, génie des procédés. C'était pas du tout ce que je voulais faire. J'avais juste mis ça dans mes vœux parce qu'il y avait le mot chimie dedans et que c'était des sciences. Mais voilà, premier, première petite conseil, quand vous avez un choix, ensuite s'il y a des terminales, ils ont peut-être déjà fait leur choix, je sais pas. Mais essayez de mettre un maximum de choix de cette même catégorie-là pour être sûr d'avoir votre, euh, votre premier vœu. À l'issue de ce premier IUT, j'ai pu faire un deuxième IUT, cette fois-ci retourner en IUT génie biologique. Et pendant cet IUT-là, je me suis plutôt orienté sur la recherche plus que sur faire vétérinaire. Et du coup, j'ai intégré ensuite l'école normale supérieure de Lyon, qui est une formation qui dure 4 ans. Et la 4e année de cette formation, j'ai fait une sorte de double cursus où j'ai fait un deuxième master plus axé sur l'éthologie et l'écologie. Voilà, merci beaucoup de votre écoute et si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors moi, je te demanderais de définir éthologie. Éthologie. Je crois pas que tu l'aies Oh là là, définie. elle est difficile cette définition parce qu'il y a une petite guéguerre sur éthologie, écologie comportementale. Donne-nous Éthologie, les c'est deux. l'étude... hein? Donne-nous les deux côtés de la guerre. Mince alors. Faut pas que je dise de bêtises. L'éthologie, c'est grossièrement l'étude du comportement animal. Mais quand on est éthologue, on va peut-être plutôt s'orienter sur les processus génétiques, les processus cognitifs qui sont derrière tout ça. Écologie comportementale, c'est aussi le fait de regarder le comportement animal, mais cette fois-ci à essayer plutôt de chercher les composantes écologiques, comme le nom l'indique, du comportement qu'on va observer. Je sais pas si c'est exactement d'ailleurs les définitions, mais voilà comment je le vois. Bien, bien. Est-ce qu'il y a des questions côté lycée? Ah oui, mince, il y a l'écran. Ça va Je vais peut-être venir. arrêter le partage. Non, hop. Et alors du coup, tu es en quelle année de thèse là?
Là, je suis en deuxième année de thèse. J'ai fait 1 an et demi. La thèse, ça dure 3 ans. Donc là, je suis dans la deuxième année et j'ai fait pile poil la moitié depuis avril. En Alors, il y a général, une ça dure question, 3 ans. Ça peut durer un peu plus. ça peut. Il y a une question, quel est le temps passé à l'extérieur par rapport au temps du labo? Ah oui, bonne question ensuite. Ça dépend beaucoup du modèle d'étude. Donc, dans le cadre de la mésange charbonnière, on est dehors, surtout pour la période de reproduction. La période de reproduction, elle dure de mars à juillet. Les mésanges, elles peuvent pondre 2 fois dans ce créneau-là. Donc, c'est pour ça que ça dure plusieurs mois. Et donc, on est dehors. Alors, sur cette période-là, on vérifie les nichoirs 1 fois par semaine en ville et en forêt. Donc, on a au moins une sortie hebdomadaire. Et dans le cadre de ma thèse, comme je dois aller mettre des caméras sur les nichoirs lorsque les poussins ont 10 jours, bah là, c'est dépendant des poussins. C'est eux qui organisent un peu mon emploi du temps. Donc là, on est vraiment sur le pic d'éclosion des poussins actuellement, là en mai. Donc là, je suis en terrain quasiment tous les jours. Ce qui fait que je ne peux globalement pas profiter chaque année de ces week-ends allongés, malheureusement. Mais j'ai un beau panorama qui me permet de relativiser. Et donc l'autre question, pourquoi y a-t-il un grillage devant les nichoirs? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est un grillage qui a été mis juste devant les nichoirs qu'on a en forêt. En fait, c'est un grillage qui nous permet d'éviter la prédation. En forêt, on a un peu plus de prédation des nids de mésanges. Alors c'est de la prédation par des petits mammifères, tout ce qui va être fouine, etc., et aussi par d'autres oiseaux. Et en ville, on a très peu de prédation. Globalement, les plus gros prédateurs en ville, en fait, c'est les chats. Mais on a une prédation qui est très réduite. Et on a aussi d'ailleurs des prédations de la couleuvre qu'on retrouve en forêt. Donc le but de ce grillage, c'est d'éviter justement ces prédateurs d'entrer dans le nichoir et de manger tous nos poussins. Parce que je sais qu'il y a régulièrement, il y a des faucons en ville. Ça, ils essayent pas de rentrer ils sont trop gros pour rentrer dans le nichoir. Ouais, ouais, ouais. Ou alors ils vont essayer de passer le bec, mais j'ai pas de mémoire, j'ai pas de cas de prédation de faucons en ville. D'accord. Il y a une question qui arrive. Est-ce qu'en milieu urbain, les mésanges accèdent à un autre type de nourriture ou se contentent-elles uniquement des insectes? Alors pour les adultes, en hiver, ils sont granivores, donc ils vont manger des graines. C'est là d'ailleurs où on peut retrouver justement des habitants qui vont mettre des boules de graisse pour nourrir les oiseaux. Et par contre, au printemps, ils deviennent essentiellement insectivores et les poussins sont essentiellement insectivores. Donc ils ne mangent que des insectes. Et pour l'instant, sur les vidéos que j'ai jamais eu de cas de nourriture humaine qui est donnée. Donc les poussins ne mangent pas de gigatacos tender salade tomate oignon en ville. Est-ce que l'objectif est d'agir sur la vie des oiseaux en ville ou seulement de décrire à quel point c'est défavorable? Alors, dans le cadre de ma thèse, je suis pas sûr de la conservation. Donc, l'objectif, c'est vraiment en fait d'étudier comment les oiseaux ils s'adaptent à ce nouvel environnement. Alors, nouvel environnement, nous, on a l'impression que c'est un environnement qu'on connaît depuis toujours, mais c'est en soi un environnement qui est nouveau et surtout qui est très rapide, hein. L'urbanisation, c'est quelque chose d'assez rapide. Et donc, le but, c'est de voir comment des populations naturelles, elles s'adaptent à un changement d'environnement et dans notre cas, à l'environnement urbain. Et, pour aller un peu plus loin, ça pourrait aussi nous aider à savoir comment ces populations vont s'adapter au changement climatique, parce que comme je vous l'ai dit, le changement urbain, il est caractérisé par une hausse des températures. Il fait en moyenne plus 3 degrés en ville. Donc en sachant comment les espèces s'adaptent à ce milieu urbain, on pourrait prévoir comment elles vont s'adapter au réchauffement climatique. Ok. Ben, merci beaucoup, Jérémy. Et rentre vite, du coup. Merci à vous.